Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Ces moments qui comptent. Pourquoi certaines expériences vécues laissent une trace extraordinaire. De Chip et Dan Is. Traduit de l'anglais par Michel Lecéac. Lu par Julien Châtelet. Un certain nombre de documents n'ont pu être retranscrits en audio. Retrouvez-les au fur et à mesure de votre écoute dans un PDF disponible dans votre bibliothèque pour votre plus grand confort. À nos filles Emory, Aubrey et Joséphine, dont les grands moments deviennent les nôtres. Chapitre 1. Les grands moments. Partie 1. Après 14 heures consacrées comme chaque jour à leur nouvelle école sous contrat, Chris Barbic et Donald Kamens récupéraient dans un pub de Houston. Attablés devant une bière et une pizza Tombstone, unique plat proposé au bar, ils regardaient la chaîne sportive ESPN. En cette soirée d'octobre 2000, ils n'imaginaient pas vivre bientôt une illumination qui affecterait des milliers d'existences. ESPN diffusait un reportage sur le National Signing Day, date à partir de laquelle les joueurs de football, en fin de scolarité au lycée, peuvent s'engager par une lettre d'intention à s'inscrire dans telle ou telle université. C'est une journée très importante pour les Américains passionnés de football universitaire. Dans ce reportage exubérant, quelque chose frappa Kamens. « Je suis stupéfait de voir à quel point on célèbre les disciplines athlétiques alors qu'il n'existe rien de tel pour l'enseignement, dit-il. Or, les élèves de leur école, principalement issus de familles hispaniques à faible revenu, méritaient qu'on les célèbre. Beaucoup d'entre eux seraient les premiers de leur famille à aller au bout de leurs études secondaires. » Barbic avait fondé une école pour ses enfants. Il avait perdu ses illusions comme enseignant de 6e année dans une école élémentaire. « J'ai vu beaucoup trop de mes élèves entrer au collège local pleins d'enthousiasme, désireux de poursuivre leurs rêves, puis revenir au bout de quelques mois seulement, l'étincelle qui dansait dans leurs yeux totalement éteinte. Il lui rendait visite pour lui raconter des histoires de gangs, de drogue, de grossesse. Cela lui fendait le cœur. Il n'avait que 2 solutions, s'était-il dit. Se protéger en renonçant à enseigner, ou bien créer l'école que ses élèves méritaient. En 1998, il avait donc fondé Yes Prem, et Donald Kamens avait été l'une de ses premières recrues. Dans le pub, ce soir-là, devant les actualités du Signing Day, une inspiration soudaine leur vint. Et si nous organisions notre propre journée de Signing Day, où nos élèves annonceraient dans quelle université ils comptent aller? Cette manifestation leur permettrait d'honorer tous les diplômés de terminale, puisque l'une des conditions pour obtenir le diplôme de Yes Prep était de déposer une candidature dans une université et d'y être admis, même si l'on décidait en fin de compte de ne pas s'y inscrire. Ils affinèrent leur idée et leur enthousiasme grandit. La journée s'appellerait le Senior Signing Day, senior désignant la dernière année de lycée. Et les nouveaux diplômés y recevraient un hommage public aussi spectaculaire et passionné que l'élite du sport universitaire. Environ 6 mois plus tard, le 30 avril 2001, se déroula le premier Senior Signing Day. Quelques 450 personnes s'entassèrent dans une salle des fêtes voisine. 17 élèves de terminale et leurs familles, ainsi que tous les autres élèves de Yes Prep depuis la 6e. Les terminales montèrent à tour de rôle sur l'estrade pour annoncer quelle université ils allaient rejoindre. « Je m'appelle Eddie Zapata et cet automne, j'entrerai à Vanderbilt University. » Ils exhibaient alors un t-shirt ou un fanion aux couleurs de leur futur établissement. Beaucoup d'élèves n'avaient pas encore annoncé leur décision à leurs amis. Il y avait donc du suspense dans l'air. Après chaque annonce, la salle éclatait en acclamations. Plus tard, les élèves prendraient place à une table, leurs familles serrées autour d'eux,
et signeraient les formulaires confirmant leur inscription à l'automne. Barbic fut frappé par l'émotion du moment. On voit bien les sacrifices que tous ont faits pour que leurs enfants en arrivent là. Aucun n'a réussi seul. Beaucoup de gens se sont impliqués. À la fin de la cérémonie, rares étaient les yeux restés secs dans la salle. Le Senior Signing Day devint la manifestation annuelle la plus importante du réseau scolaire YesPrep. Pour les terminales, c'était une célébration, le point culminant de leur réussite. Pour les élèves plus jeunes, sa signification était différente. Au 3e Senior Signing Day, désormais plus à l'aise dans un amphi de l'université de Houston, une élève de 6e nommée Myra Val se trouvait dans le public. C'était son premier Senior Signing Day. Il produisit sur elle une impression durable. Elle se rappelle avoir pensé « Mon tour pourrait venir. Personne dans ma famille n'a jamais fait d'études supérieures. Je veux monter sur cette estrade. » En 2010, 6 ans plus tard, le nombre des diplômés de terminale atteignait 126. Le Senior Signing Day avait pris une telle ampleur qu'il avait fallu le transporter dans le stade de basketball de l'université Rice, devant 5000 personnes. Cette année-là, 90% des diplômés étaient le premier membre de leur famille à entrer à l'université. L'invité d'honneur était le secrétaire américain à l'éducation, Arne Duncan. Ému par le spectacle, il laissa de côté le discours qu'il avait préparé et s'exprima librement. Aucun match de basketball, aucun match de football n'est comparable en dimension et en importance à ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Merci pour l'exemple que vous donnez non seulement à vos frères et sœurs, non seulement à vos camarades plus jeunes, mais au pays tout entier. Parmi les terminales se trouvait Myra Val. 6 ans après s'être imaginée montant à l'estrade, c'était son grand jour. « Bonjour à tous, mon nom est Myra Val, » dit-elle avec un énorme sourire. « Et cet automne, j'irai au Connecticut College. » Cet établissement était classé parmi les 50 meilleurs premiers cycles universitaires pour les matières littéraires aux États-Unis. Acclamation de la foule. Partie 2. Tous, dans notre vie, nous vivons des moments forts, des expériences chargées de sens qui occupent une place à part dans notre mémoire. Souvent, ils doivent beaucoup au hasard. Une rencontre heureuse avec une personne qui devient l'amour de votre vie, un nouveau professeur qui détecte un talent que vous ne vous connaissiez pas, une disparition soudaine qui bouscule vos certitudes, la prise de conscience que vous ne voulez pas donner un jour de plus à votre travail. Ces moments semblent être le produit du destin ou de la chance, ou peut-être l'intervention d'une puissance d'ordre supérieur. Nous n'avons pas de prise sur eux. Vraiment pas? Sommes-nous obligés d'attendre que ces grands moments nous arrivent? Le Senior Signing Day n'est pas venu tout seul. Chris Barbic et Donald Kamens ont voulu créer un grand moment pour leurs lycéens. En montant sur l'estrade, Myra Val et des centaines d'autres diplômés de YesPrep ont pénétré dans un moment remarquable arrangé avec soin, et pas moins spécial pour autant. Ce moment, ils ne l'oublieront jamais. Les grands moments façonnent notre vie, mais nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'ils se produisent. Nous pouvons en être les auteurs. Imaginez qu'un enseignant conçoive un cours qui fera encore réfléchir ses élèves des années plus tard. Qu'un dirigeant parvienne à transformer le moment de défaillance d'un salarié en un moment de progrès. Que vous sachiez mieux forger des souvenirs durables pour vos enfants. Ce livre poursuit 2 objectifs. Premièrement, examiner des grands moments et détecter leurs traits communs. Plus précisément, qu'est-ce qui fait qu'une expérience particulière devient mémorable et significative? Nos recherches montrent que les grands moments partagent une série d'éléments communs. Deuxièmement, nous voulons vous montrer
comment créer des grands moments en jouant de ces éléments. Pourquoi en créer? Pour enrichir votre vie, pour tisser des liens avec autrui, pour se faire des souvenirs, pour améliorer l'expérience vécue par des clients, des patients ou des salariés. Notre vie se mesure en moments, et les grands moments sont ceux qui restent dans notre mémoire. Dans les pages ci-dessous, nous vous montrerons comment en vivre davantage. Partie 3. Pourquoi nous souvenons-nous de certaines expériences et oublions-nous les autres? Dans le cas du Signing Day, la réponse est assez claire. C'est une célébration à grande échelle et riche en émotions. Qu'elle soit plus mémorable qu'un cours sur la multiplication des fractions n'a rien d'étonnant. Mais, pour d'autres circonstances de la vie, des vacances aux projets professionnels, les raisons du souvenir sont moins nettes. À cette énigme de la mémoire, les psychologues ont apporté quelques réponses inattendues. Supposons que vous emmeniez votre famille à Disney World. Au cours de votre visite, nous vous envoyons toutes les heures un message vous demandant de noter votre expérience du moment sur une échelle de 1 à 10. La note 1 étant mauvaise et 10 formidable. Nous vous contactons 6 fois. Voici comment votre journée se présente. 9 heures. Vous quittez l'hôtel avec vos enfants en essayant de ne pas les perdre. Il y a de l'excitation dans l'air. Note 6. 10 heures. Ensemble sur le manège It's a Small World. Les parents ont l'impression que les enfants s'amusent et réciproquement. Note 5. 11 heures. Sensation d'une bouffée de dopamine au sortir des montagnes russes de Space Mountain. Vos enfants implorent d'y retourner. Note 10. Midi. Repas d'un prix prohibitif au restaurant du parc avec vos enfants, qui seraient moins ravis s'ils savaient que c'est l'argent de leurs études qui paie l'addition. Note 7. 13 heures. Déjà 45 minutes de queue dans la touffeur de la Floride par 36 degrés à l'ombre. Difficile d'empêcher votre fils de ronger la rampe. Note 3. 14 heures. Achat de chapeau à oreilles de Mickey à la sortie du parc. Les enfants ont l'air si mignons. Note 8. Pour obtenir un résumé global de votre journée, nous pourrions simplement calculer la moyenne des notes, 6,5. Plutôt une bonne journée. Maintenant, si nous vous adressons un nouveau message, quelques semaines plus tard, en vous demandant de noter votre impression globale de Disney World, il serait raisonnable de penser que vous allez répondre 6,5, note qui englobe les meilleurs moments de la journée et les moins bons. Faux, diraient les psychologues. En vous remémorant cette journée chez Disney, vous lui donneriez, selon eux, une note globale de 9. En effet, des recherches ont montré que lorsqu'on se remémore une expérience, on se concentre sur quelques moments particuliers en ignorant la plus grande partie de ce qui s'est passé. En l'occurrence, 2 moments se distingueraient. Le tour de Space Mountain et l'achat des chapeaux à oreilles de Mickey. Afin de comprendre pourquoi ces 2 moments ont plus d'importance que les autres, explorons un peu la psychologie qui les gouverne. Considérons une expérience dans laquelle les participants étaient invités à subir 3 épreuves pénibles. Dans la première, ils plongeaient les mains pendant 60 secondes dans un seau d'eau glaciale à 14 degrés. N'oubliez pas que l'eau à 14 degrés paraît beaucoup plus froide que l'air à 14 degrés. La deuxième épreuve était identique, sauf qu'elle durait 90 secondes au lieu de 60 et que l'eau était réchauffée à 15 degrés dans les 30 dernières secondes. Cette dernière demi-minute restait désagréable, mais nettement moins pour la plupart des participants. Notez que, tout en surveillant le chronomètre attentivement, les chercheurs n'informaient pas les participants du temps écoulé. Lors de la 3e expérience pénible, les participants avaient le choix. Préféraient-ils réitérer la première épreuve ou la seconde? La question était simple.
Les deux épreuves duraient 60 secondes de douleur identique, prolongées par 30 secondes supplémentaires de douleur un peu moindre pour la seconde. C'était un peu comme si l'on demandait « Préférez-vous être giflé pendant 60 secondes ou 90 secondes ?» Or, 69% des gens choisissaient l'épreuve la plus longue. Les psychologues ont déchiffré les raisons de ce résultat stupéfiant. Quand on évalue une expérience, on a tendance à oublier ou ignorer sa durée. Ce phénomène est appelé négligence de la durée, duration neglect. Il semble que l'évaluation repose en fait sur deux moments clés. 1. Le meilleur ou le pire moment, dit pic. 2. La fin. La psychologie parle de règles pic-fin, pick-end rule. La différence entre 60 et 90 secondes s'effaçait donc de la mémoire des participants. C'est la négligence de la durée. Et ce qui demeurait prégnant pour eux était que l'épreuve la plus longue s'achevait plus confortablement que la plus brève. En fait, le pic de douleur était similaire pour les deux, aux alentours de 60 secondes. Ces travaux expliquent pourquoi, quand vous réfléchirez à ce que vous avez vécu chez Disney, vous vous souviendrez de Space Mountain, le pic, et des oreilles de Mickey, la fin. Tout le reste aura tendance à s'estomper. Vous gardez donc un souvenir de la journée bien meilleur que ce que vous en avez dit heure par heure. La règle pic-fin demeure vraie pour nombre d'expériences. La plupart des études sur le sujet tendent à privilégier de petites expériences susceptibles d'être menées en laboratoire. Regarder des extraits de films, supporter des sons désagréables, etc. Sur de plus longues durées, le pic conserve sa valeur, mais l'importance relative de la fin s'estompe quelque peu. Le début compte aussi. Si l'on interroge d'anciens étudiants sur leur vie universitaire, pas moins de 40% de leurs souvenirs datent du mois de septembre. De plus, début et fin peuvent se confondre. Si vous déménagez pour prendre un nouveau poste, est-ce une fin, un début ou les deux à la fois? C'est pourquoi il vaut mieux parler de transition, ce qui recouvre à la fois une fin et un début. Ce qui demeure incontestable est que lorsqu'on fait le point sur son expérience, on ne fait pas la moyenne des sensations minute par minute. On tend plutôt à se souvenir de moments forts, les pics, les puits, les transitions. C'est une leçon essentielle pour tous ceux qui exercent un métier de service, des restaurants aux hôpitaux, en passant par les centres d'appel et les stations thermales, où le succès repose sur l'expérience client. Songez au cas du Magic Castle Hotel, actuellement l'un des hôtels les plus cotés de Los Angeles, qui en compte des centaines. Il l'emporte largement sur des concurrents comme le Four Seasons de Beverly Hills ou le Ritz-Carlton de Los Angeles. Les avis de ses clients sont époustouflants. Sur près de 3200 commentaires publiés par TripAdvisor à ce jour, 94% le jugent excellent ou très bon. Il y a pourtant quelque chose de bizarre dans ce classement. À feuilleter ces photos en ligne, vous n'imagineriez jamais qu'elles représentent l'un des meilleurs hôtels de LA. La piscine de sa cour intérieure pourrait être qualifiée d'olympique si les Jeux olympiques se déroulaient dans votre jardin. Les chambres sont vieillottes, le mobilier chiche et la plupart des murs nus. En fait, le mot hôtel lui-même semble un peu exagéré. Le Magic Castle est en réalité le fruit de la transformation d'un petit immeuble collectif des années 1950 peint en jaune canari. Ce n'est pas que l'endroit soit sinistre, il présente bien. On dirait un respectable motel pour petit budget, mais ce n'est pas le Four Seasons. Il n'est pas non plus particulièrement bon marché. Ses tarifs sont comparables à ceux des hôtels Hilton ou Marriott. Comment fait-il pour être l'un des mieux classés de Los Angeles?
Commençons par le téléphone rouge cerise fixé au mur près de la piscine. Vous décrochez, quelqu'un répond « Hello, Popsicle Hotline ». Vous passez commande et, quelques minutes plus tard, votre sorbet popsicle à la cerise, à l'orange ou au raisin vous est servi au bord de la piscine par un serveur en gants blancs, sur un plateau d'argent, gracieusement. Puis vient le snack menu, une liste de friandises qui va des Kit Kat à la root beer en passant par les Cheetos, disponibles gratuitement. Il y a aussi un menu des jeux de plateau et un menu des DVD, dont tous les articles peuvent être empruntés gratuitement. 3 fois par semaine, des magiciens effectuent des tours au petit déjeuner. Avons-nous signalé que vous pouvez confier des quantités illimitées de linge à la laverie pour un nettoyage gratuit? Vos vêtements vous reviennent le jour même, enveloppés dans du papier Kraft, avec un brin de lavande attaché par un cordonnet, et vous sont remis plus cérémonieusement qu'un obstétricien ne déposerait dans vos bras votre premier-né. Les commentaires des clients de Magic Castle Hotel sont enthousiastes. Cet établissement a compris que pour plaire aux clients, il n'est pas nécessaire d'avoir l'obsession du moindre détail. Tant qu'il y aura des moments magiques, les clients oublieront la piscine rikiki et les chambres spartiates. L'étonnant, dans un service vécu comme excellent, est qu'il est oubliable pour l'essentiel et remarquable à l'occasion. Cela dit, téléphoner à la Popsicle Hotline, est-ce un grand moment? Dans le contexte d'une vie entière, sûrement pas. On imagine mal qu'on puisse se dire sur son lit de mort « Ah, si seulement j'avais pris le sorbet raisin ». Mais dans le contexte des vacances, bien sûr, c'est un moment important. Les touristes qui racontent à leurs amis leurs vacances dans le sud de la Californie diront « Nous sommes allés à Disneyland, nous avons vu l'allée des célébrités et nous sommes allés à l'hôtel au Magic Castle. Et croyez-moi si vous voulez, à côté de la piscine, il y a un téléphone. » La Popsicle Hotline est l'un des grands moments du voyage. Et c'est un moment fabriqué. Le genre de moment que les autres hôtels ne parviennent pas à susciter. Les Courtyards by Marriott sont des endroits très convenables, mais imagineriez-vous en chanter les louanges devant vos amis? Le message ici est simple. Certains moments signifient beaucoup plus que d'autres. Pour les touristes, la Popsicle Hotline est une expérience de 15 minutes qui se détache des 15 jours de vacances. Pour les élèves de Yes Prep, le Senior Signing Day est une matinée qui domine un parcours de 7 années. Mais nous avons tendance à ignorer cette vérité. Nous ne savons pas bien investir dans de tels moments. Par exemple, un enseignant qui prépare son programme d'histoire pour un semestre accorde à peu près autant d'attention à chaque période. Il n'essaie pas de façonner quelques moments piques. Un dirigeant qui mène son entreprise dans une période de croissance rapide ne fait pas grand-chose pour qu'une semaine se distingue de la suivante. Nous enfilons les week-ends avec nos enfants, mais tous se mélangent dans la mémoire. Comment sortir de cette morne plaine et aménager des moments qui comptent? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un grand moment? Dans un usage courant, l'expression est utilisée de différentes manières. Pour certains, elle désigne des moments dramatiques qui mettent les caractères à l'épreuve, comme au combat sur un champ de bataille. D'autres l'utilisent plus librement, presque comme un synonyme de grand succès. Par exemple, une recherche en ligne sur cette expression donne des résultats comme « moment clé » ou « grand moment de la télévision des années 1970 ». Defining Moments in 70s Television. Une liste sûrement pas très longue. Dans le cadre de ce livre, un grand moment est une expérience brève à la fois mémorable et significative. Brève est relatif ici. Un mois peut être une expérience brève dans le cours de votre vie et 1 minute dans celui d'un appel à un centre de téléassistance.
Une douzaine de moments dans votre vie, peut-être, sont représentatifs de votre vraie personnalité, mais de moindre importance, comme peut l'être la Popsicle Hotline, des temps forts dans le contexte d'une semaine de vacances, d'un semestre à l'étranger ou d'un cycle de développement d'un produit sont cependant considérés comme des grands moments. De quoi ces moments sont-ils faits et comment en créer davantage? Nos recherches nous ont montré que les grands moments naissent d'au moins un des 4 éléments suivants. Élévation. Les grands moments s'élèvent au-dessus du quotidien. Ils ne provoquent pas seulement une joie passagère, comme de rire aux bons mots d'un ami, mais une délectation mémorable. Vous décrochez le téléphone rouge et quelqu'un dit « Popsicle Hotline, nous arrivons tout de suite ». Pour construire ces moments d'élévation, il faut renforcer les plaisirs sensoriels. Livrer les sorbets Popsicle au bord de la piscine sur un plateau d'argent, bien entendu. Et ajouter, si possible, un élément de surprise. Nous verrons pourquoi la surprise peut déformer notre perception du temps et pourquoi nombre d'expériences mémorables pour la plupart des gens sont concentrées dans l'adolescence et avant la trentaine. Les moments d'élévation transcendent le cours normal des événements. Ils sont littéralement extraordinaires. Révélation. Les grands moments transforment la vision de soi ou du monde. En quelques secondes ou quelques minutes, nous réalisons quelque chose qui pourrait influencer notre vie pendant des décennies. C'est le moment de créer cette entreprise, ou « voici la personne que je vais épouser ». Le psychologue Roy Baumeister a étudié des changements précipités par une cristallisation du mécontentement, qui fait voir abruptement les choses telles qu'elles sont, comme il arrive aux fidèles d'un culte qui découvrent soudain la vérité sur leur meneur. Et, bien que ces moments de révélation paraissent souvent nés du hasard, il est possible de les organiser, ou du moins leur préparer le terrain. Une histoire absolument répugnante nous montrera comment des travailleurs humanitaires ont introduit un changement dans une collectivité en l'amenant à buter sur la vérité. Fierté. Les grands moments nous montrent sous notre meilleur jour. Moments de réussite, moments de courage. Pour créer de tels moments, il faut connaître un peu l'architecture de la fierté. Comment préparer une série de moments articulés les uns aux autres comme autant de jalons vers un objectif plus grand. Nous examinerons pourquoi le programme Couch to 5K, pour inciter à faire de l'exercice physique, a remporté un tel succès et montré tellement plus d'efficacité que la simple injonction de faire plus de jogging. Et nous apprendrons plusieurs choses inattendues sur les actes de courage et leurs répercussions surprenantes. Connexion. Les grands moments sont sociaux. Mariage, remise de diplôme, baptême, vacances, succès professionnel, bar et bat mitzvah, discours, manifestations sportives. Ces moments sont d'autant plus forts que nous les partageons avec d'autres. Qu'est-ce qui déclenche des moments de connexion? Nous rencontrerons une procédure de laboratoire remarquable dans laquelle 2 individus étrangers l'un à l'autre entrent dans une pièce et en ressortent 45 minutes plus tard les meilleurs amis du monde. Et nous analyserons ce qu'un sociologue croit être une sorte de théorie unifiée du renforcement des relations, que le lien unisse un mari et sa femme, un médecin et son patient, ou même un client et un commerçant. Les grands moments déclenchent souvent une émotion positive. Dans ce livre, nous écrirons indifféremment grands moments positifs et pics. Mais il existe aussi une catégorie de grands moments négatifs, comme les circonstances embarrassantes ou pénibles dans lesquelles on se dit « je vais leur montrer qui je suis ». Il y a aussi une autre catégorie trop courante, les moments de traumatisme, qui nous laissent dans la douleur, le cœur brisé. Dans les pages à venir, nous présenterons plusieurs cas de personnes victimes d'un traumatisme
Mais nous n'explorerons pas cette catégorie en détail pour la simple raison que notre priorité est de créer plus de moments positifs. Personne ne désire connaître davantage d'événements douloureux. En annexe, nous avons reproduit quelques documents que les personnes victimes d'un traumatisme trouveront peut-être utiles. Vous pourrez les écouter en fin de livre, juste avant les remerciements. Les grands moments comprennent au moins l'un des 4 éléments ci-dessus, mais pas nécessairement la totalité des éléments. Bien des moments de révélation, par exemple, sont privés. Ils ne supposent aucune connexion. Et un moment d'amusement, comme appelé la Popsicle Hotline, n'apporte guère de révélation ni de fierté. Certains grands moments forts contiennent les 4 éléments. Pensez au Senior Signing Day de Yes Prep. L'élévation des élèves invités à monter sur scène. La révélation d'un élève de 6e qui se dit « Mon tour pourrait venir ». La fierté de celui qui est admis à l'université et la connexion de la journée passée en commun dans une salle bondée de milliers de personnes bienveillantes. Quelquefois, ces éléments peuvent être très personnels. Quelque part chez vous se trouve un coffre au trésor, plein de choses précieuses pour vous et sans valeur pour qui que ce soit d'autre. Cela peut être un scrapbook, album de coupures de journaux, une étagère d'un placard, une boîte rangée au grenier. Peut-être quelques-uns de vos objets favoris sont-ils collés au réfrigérateur afin que vous puissiez les voir chaque jour. Où que soit votre coffre au trésor, il contient probablement nos 4 éléments. Élévation. Une lettre d'amour, un billet de train, un vieux t-shirt, des dessins malhabiles de vos enfants qui vous font sourire de joie. Révélation. Des citations ou des articles qui vous ont ému, des livres qui ont changé votre vision du monde, des carnets où vous avez noté vos pensées intimes. Fierté. Des rubans, carnets de notes, attestations, certificats, remerciements, récompenses. Jeter un trophée fait mal, irrationnellement. Connexion. Photos de mariage, photos de vacances, photos de famille, photos de Noël avec chandail hideux, plein de photos. Probablement la première chose que vous sauveriez en cas d'incendie. Tous ces objets que vous gardez précieusement sont, par essence, les reliques de moments importants de votre existence. Qu'éprouvez-vous, là, en réfléchissant au contenu de votre coffre au trésor? Et si vous pouviez inspirer le même sentiment à vos enfants, vos élèves, vos collègues, vos clients? Les moments comptent. Et quelle opportunité nous manquons quand nous les abandonnons au hasard? Les enseignants peuvent inspirer, les soignants réconforter, les techniciens réjouir, les politiciens unir, les managers motiver. Il suffit pour cela d'un peu d'intelligence et de prévoyance. Ce livre est consacré à la puissance des moments et à ce qu'il faut savoir pour les mettre en forme. Chapitre 2. Sachez, penser, moment. Partie 1. Comment s'est passée votre première journée dans votre emploi actuel, ou le plus récent? Est-il juste de dire qu'elle n'a pas été un grand moment? À en juger d'après les récits que nous avons entendus de salariés déçus, la description suivante est assez représentative d'un premier jour. Vous vous présentez. La réceptionniste pensait que vous commenciez seulement la semaine suivante. On vous désigne un bureau. Un moniteur et un câble Ethernet sont posés dessus, mais pas d'ordinateur. Il y a aussi un trombone solitaire. Le fauteuil porte encore l'empreinte de son propriétaire précédent, comme un fossile fessier ergonomique. Votre patron n'est pas encore là. On vous donne à lire un manuel d'éthique et de conformité. Lisez donc cela et je reviens dans quelques heures, dit la réceptionniste. Les règles relatives au harcèlement sexuel sont si longues et détaillées que vous en venez à vous interroger sur les mœurs de vos collègues. Enfin, une personne aimable, qui travaille au même étage,
se présente et vous entraîne dans une tournée des bureaux, interrompant 11 personnes à tour de rôle pour leur dire qui vous êtes. Vous craignez d'avoir réussi à embêter la totalité de vos collègues dès votre première heure de présence. Vous oubliez instantanément tous les noms, sauf celui de Lester. Se pourrait-il qu'il soit la raison de ces codicilles sur le harcèlement sexuel? Ça vous rappelle quelque chose? Il est invraisemblable qu'on se soucie si peu de la première journée de présence des salariés. Quelle occasion gâchée de donner à un nouveau collaborateur le sentiment d'être intégré et apprécié. Imaginez que vous traitiez pareillement une première rencontre amoureuse. Je dois assister à une réunion tout de suite. Monte dans la voiture et installe-toi à la place du passager. Je reviens dans quelques heures. Pour éviter ce genre d'erreur, on doit comprendre que des moments spéciaux sont nécessaires dans certaines circonstances. On doit apprendre à penser ces moments, à repérer les occasions qui méritent un effort. Penser moment n'est pas forcément naturel. Dans les organisations, par exemple, on est soumis à des objectifs. Le temps n'a de sens que dans la mesure où il clarifie ou mesure nos objectifs. Tout est dans l'objectif. Mais pour l'être humain, tout est dans les moments. Ce sont les moments dont nous nous souvenons. Ce sont eux que nous chérissons. Il est légitime de célébrer la réalisation d'un objectif, achever un marathon, décrocher un client important, mais le succès est incrusté dans un moment. Toutes les civilisations ont leur catalogue de grands moments obligatoires. Anniversaire, mariage et remise de diplôme, bien sûr, mais aussi fêtes religieuses, rites funéraires et traditions politiques. Il nous semble naturel, mais notez que tous ont été inventés, rêvés par des auteurs anonymes qui ont voulu donner une forme au temps. C'est ce que nous entendons par « penser moment ». Comprendre où la prose du temps nécessite une ponctuation. Nous explorerons 3 situations qui méritent une telle ponctuation. Transition, jalon et puis. Les transitions sont des occasions classiques pour des grands moments. Beaucoup de cultures ont un rituel de passage à l'âge adulte, comme la bar mitzvah et la bat mitzvah ou la quinceañera. Dans la tribu amazonienne des Sateremawe, au Brésil, un garçon qui atteint ses 13 ans devient adulte en portant une paire de gants pleins de féroces fourmis balles de fusil qui couvriront ses mains de morsures. Apparemment, quelqu'un s'est demandé comment rendre la puberté plus pénible. Les rites de passage sont des bornes frontières, des tentatives pour matérialiser une évolution de l'adolescence à l'âge adulte qui, sans cela, serait graduelle. Avant ce jour, j'étais un enfant. À partir de ce jour, je suis un homme. Un homme aux mains toutes rouges. Les transitions, comme les jalons et les puits, sont des grands moments naturels. Se marier est une transition qui constitue un grand moment dans la vie, qu'il soit célébré ou pas. Mais, si l'on est conscient de l'importance de ces grands moments naturels, il est possible de leur donner forme, les rendre plus mémorables et significatifs. Cette logique montre pourquoi le premier jour de travail est une expérience qui mérite un effort. Pour les nouveaux salariés, il apporte 3 grandes transitions à la fois. Intellectuelle, un nouveau travail, social, de nouveaux contacts, et local, un nouvel endroit. Le premier jour ne devrait pas être fait d'une série de formalités administratives comme autant de cases à cocher. Il devrait être un point culminant. Lani Lorenzi Fry en était consciente. Elle travaillait dans le marketing et la stratégie de marque internationale chez John Deere et avait entendu les responsables de l'entreprise en Asie se plaindre d'avoir du mal à motiver et retenir leurs salariés. John Deere n'est pas une marque très connue là-bas, dit-elle. Ce n'est pas comme dans le Midwest des États-Unis où votre grand-père possédait probablement un tracteur John Deere. C'est pourquoi
Le lien psychologique des salariés avec la marque était moins fort. Fry et ses collègues de l'équipe de marque se dirent qu'il serait possible de renforcer ce lien, en commençant dès la première journée des salariés. En collaboration avec Lewis Carbon, conseil en expérience client, ils mirent au point ce qu'ils appelèrent l'expérience du premier jour. Voici le déroulement de la journée tel qu'ils la concevaient. Vous remarquerez peut-être quelques différences avec le premier jour décrit plus haut. Peu après avoir accepté l'offre d'emploi de John Deere, vous recevez un courrier électronique d'un ou d'une amie John Deere. Appelons-la Annika. Elle se présente et vous donne quelques renseignements indispensables. Où stationner sa voiture, quels sont les usages vestimentaires, etc. Elle vous dit aussi qu'elle vous attendra dans le hall à 9 heures pour votre première journée. Le jour venu, vous vous garez au bon endroit, vous rejoignez le hall et voici Annika. Vous la reconnaissez d'après sa photo. Elle désigne l'écran plat fixé dans le hall. Il est barré d'un grand titre « Bienvenue, Arjun ». Annika vous montre votre poste de travail. Une bannière de 2 mètres de haut est placée à côté pour faire savoir à tout le bureau qu'il y a un nouveau. Tout au long de la journée, des gens s'arrêtent pour dire bonjour. En vous installant, vous remarquez l'image de fond d'écran sur votre moniteur. C'est une superbe photo d'une machine John Deere dans une ferme embellie par un coucher du soleil, avec un texte qui dit « Bienvenue dans le métier le plus important que vous exercerez ». Vous découvrez que vous avez déjà reçu un premier courrier électronique. Il émane de Sam Allen, PDG de John Deere. Dans une courte vidéo, il décrit en quelques mots la mission de l'entreprise. Fournir la nourriture, les abris et les équipements publics nécessaires à une population mondiale de plus en plus nombreuse. Il termine ainsi « Appréciez la suite de votre première journée et j'espère que vous jouirez d'une carrière longue et épanouissante au sein de l'équipe John Deere. » Vous remarquez à présent qu'un cadeau est posé sur votre bureau. C'est une réplique en acier de la première charrue avec versoir en acier poli créée en 1837 par John Deere. Une fiche jointe explique pourquoi elle a tant plu aux agriculteurs. En milieu de journée, Annika vient vous chercher pour déjeuner au dehors avec un petit groupe. Les uns et les autres vous questionnent sur votre passé et vous parlent de certains des projets sur lesquels ils travaillent. Plus tard, dans la journée, le directeur du service, le patron de votre patron, passe vous voir. Il prévoit de déjeuner avec vous la semaine suivante. Vous quittez le bureau le soir en vous disant « J'ai ma place ici. Le travail que nous faisons est important et je compte pour eux. » Une fois le projet d'expérience du premier jour mis au point par l'équipe de marque John Deere, certains bureaux asiatiques commencèrent à l'appliquer. Au bureau de Pékin, le succès fut tel que les salariés en place plaisantaient. « Pourrais-je démissionner puis revenir ?» En Inde, le programme aida à distinguer John Deere sur un marché du travail extrêmement concurrentiel. Toutes les organisations du monde ne devraient-elles pas avoir leur propre version de l'expérience du premier jour? Partie 2. L'expérience du premier jour de John Deere est un moment pic qui se produit lors d'une transition. Une transition vitale, dépourvue de moment, peut devenir incohérente. On se sent souvent inquiet de ne pas savoir comment agir, quelles règles appliquer. Voici une histoire racontée par Kenneth Doka, conseiller agréé en santé mentale qui est aussi un expert en matière de deuil. Une femme était venue le voir après avoir perdu son mari, victime de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, SLA. Leur mariage avait été heureux, dit-elle. C'était un bon père et un bon mari. Mais la SLA est une maladie dégénérative cruelle. Au fur et à mesure de sa progression, l'état de son mari avait nécessité de plus en plus de soins. C'était dur pour tous les deux. Propriétaire d'une petite entreprise de bâtiment, il avait un caractère fier et n'était pas un malade facile, disait-elle. Il s'était disputé comme jamais auparavant.
Mais, catholiques fervents, ils avaient une foi immense en leur mariage. Tous les soirs, racontait-elle, après une dure journée, ils se donnaient la main dans le lit de manière que leurs alliances se touchent et se répétaient leurs promesses de mariage. Quand elle alla voir Doka, son mari était décédé depuis 6 ans et, disait-elle, elle se croyait prête à rencontrer quelqu'un d'autre. « Mais il n'est pas question d'enlever mon alliance », déclara-t-elle. « Je ne peux pas fréquenter quelqu'un avec mon alliance et je ne peux pas non plus l'enlever. » Elle estimait qu'on se mariait pour la vie entière. Mais elle savait aussi qu'elle avait honoré son engagement. Elle se sentait perplexe et dans une impasse. Doka avait abondamment décrit l'aide que des rituels thérapeutiques pouvaient apporter à des personnes dans la peine. Il proposa un rituel de transition, au cours duquel cette femme ôterait son alliance. Elle aima cette idée. Avec son accord et la collaboration de son prêtre, il organisa donc une petite cérémonie. Celle-ci eut lieu un dimanche après-midi, après la messe, dans l'église où la femme s'était mariée. Le prêtre avait convié un groupe de ses amis proches et de membres de sa famille, dont beaucoup avaient assisté à son mariage. Il les rassembla autour de l'autel. Il posa alors quelques questions à la femme. « As-tu été fidèle dans les bons moments et les mauvais ?»« Oui, » répondit-elle. « Dans la maladie et la bonne santé ?»« Oui. » Le prêtre lui fit répéter ses vœux de mariage, mais au passé. En présence des témoins, elle affirma qu'elle avait été fidèle, qu'elle avait aimé et honoré son époux. Alors, le prêtre dit « Pourrais-tu me donner ton anneau, s'il te plaît ?» Elle ôta l'alliance de son doigt et la lui tendit. « Elle est venue comme par magie », dira-t-elle plus tard à Doka. Le prêtre reçut l'anneau. Doka et lui avaient prévu qu'il serait entrecroisé avec celui de son mari et fixé à la photo de mariage des époux. La cérémonie permit à cette femme d'attester, pour elle-même et devant les gens qu'elle aimait, qu'elle avait rempli ses engagements. Elle avertit toutes les personnes présentes que son identité allait changer. Ce moment lui permit de prendre un nouveau départ. Au cœur de ce mariage à l'envers réside une révélation puissante. Lors de sa visite chez Doka, la veuve était prête à chercher un nouveau conjoint et il est clair que même sans cette visite, elle aurait fini par faire de nouvelles rencontres. Cela lui aurait peut-être demandé 1 mois, 1 an, 5 ans, et tout au long de cette période d'incertitude, elle se serait sentie anxieuse. Suis-je prête? Ai-je le droit de me sentir prête? Ce dont elle avait besoin était un jalon temporel marquant la transition qu'elle effectuait. Après cette cérémonie du dimanche après-midi, j'étais prête. Nous aspirons naturellement à ces jalons temporels. Songez à la fréquence des résolutions du Nouvel An. Catherine Milkman, professeure à Wharton, disait être frappée par le fait qu'au début d'une nouvelle année, nous nous sentons comme si notre ardoise était effacée. C'est l'effet nouveau départ. Tous mes échecs passés datent de l'année dernière, et je peux me dire, ils ne sont pas moi, c'est le mois d'avant. Ce n'est pas le nouveau moi. Le nouveau moi ne commettra pas ces erreurs. Autrement dit, les résolutions du Nouvel An ne sont pas réellement des résolutions. Au fond, pour la plupart des gens, les résolutions ne changent pas. Ils désiraient déjà perdre du poids et mettre de l'argent de côté le 31 décembre. Ce que nous faisons le jour du Nouvel An ressemble plutôt à un tour de passe-passe comptable. Nos échecs passés restent inscrits au passif de l'ancien mois. Le nouveau mois commence aujourd'hui. Au lieu de résolution du Nouvel An, on devrait parler en réalité d'absolution du Nouvel An. Catherine Milkman comprit que, si sa théorie du nouveau départ était juste, l'effet ardoise effacée ne devrait pas se limiter au jour du Nouvel An. Il devrait être valable aussi pour d'autres jalons temporels utilisés comme prétexte pour remettre nos registres à zéro. Par exemple, le début d'un nouveau mois ou même d'une nouvelle semaine.
En épluchant les statistiques de fréquentation d'un club de gymnastique universitaire avec sa collègue Heng Day, elle y trouva une validation solide de son hypothèse de nouveau départ. La probabilité que les étudiants fréquentent le club de gym augmentait chaque début de semaine de 33%, chaque début de mois de 14% et chaque début de semestre de 47%. Les nouveaux départs n'interviennent donc pas seulement au Nouvel An, mais aussi à l'occasion d'autres dates marquantes. Si vous avez du mal à opérer une transition, organisez un grand moment qui formera une ligne de démarcation entre l'ancien vous et le nouveau. Partie 3. Certaines dates jalons sont presque universelles. Deux chercheurs, Adam Alter et Hal Hershfield, ont cherché à savoir quels étaient les anniversaires les plus significatifs d'une vie. Le plus souvent cité par les participants à leur enquête apparaissait dans l'ordre 18, 21, 30, 40, 50, 60, 100. Ce sont des anniversaires jalons. Tous invitent à une célébration ou, dans le cas du 100e, à une gratitude amère de voir le compteur tourner encore. À part 18 et 21 ans, qui apportent des droits civiques et l'accès à l'alcool aux États-Unis, ils sont arbitraires. Parvenir à 50 ans donne l'impression de franchir un seuil. Mais bien entendu, il n'en est rien. Jamais dans votre vie, un jour ne vous apportera davantage qu'un jour de plus que le jour d'avant, sauf effet vraiment magique des basculements entre heures d'été et heures d'hiver. Le vieillissement est délicatement incrémental. Mais, pour ajouter du sens à notre vie, nous inventons ces seuils. 30, 40, 50, quitte à paniquer à leur approche. Mais leur caractère arbitraire ne rend pas ces occasions moins significatives. Les jalons sont des jalons et, de même qu'il existe des grands moments habituels pour marquer les transitions, comme les cérémonies de remise de diplôme, il y en a pour commémorer les jalons. Fête des 40 ans, voyage du 25e anniversaire de mariage, médaille du travail ou montre en or des 30 ans d'ancienneté. Inutile de nous attarder sur ces jalons, puisque les gens semblent naturellement portés à les remarquer. Mais, tout autant que certains moments de transition, certains jalons semblent négligés. Les écoliers se trouvent lésés, par exemple. Bien sûr, ils progressent d'une classe à l'autre. Mais pourquoi ne pas célébrer leur 1000e jour d'école ou leur 50e livre lu? Pourquoi ne pas fêter le 1000e élève des enseignants? À notre époque d'applis et d'appareils de suivi individuels, les entreprises sont devenues beaucoup plus subtiles dans la détection de jalons naguère invisibles. L'appli Pocket, qui stocke dans votre smartphone des articles de l'Internet à lire plus tard, informe ses utilisateurs quand ils ont lu 1 million de mots. Le bracelet de suivi, de forme Fitbit, décerne à ses utilisateurs des récompenses comme le badge 747, décerné pour avoir grimpé 4000 étages d'escalier, soit assez pour s'élever à l'altitude de croisière approximative d'un Boeing 747, ou le badge Monarch Migration, ainsi décrit. Chaque année, le papillon Monarch accomplit 4000 km de migration vers des climats plus chauds. Vous lui faites une sacrée concurrence quand vous avez le même kilométrage dans les jambes. Au prix insignifiant d'un courrier électronique, ces entreprises organisent habilement de grands moments de fierté. Elles n'ont eu besoin pour cela que de faire un peu attention aux jalons. Partie 4. Penser moment signifie être attentif aux transitions et aux jalons, ainsi qu'à un troisième type d'expérience, les puits. Les puits sont l'inverse des pics. Ce sont des grands moments négatifs, des épisodes d'épreuve, de douleur ou d'anxiété. Les puits doivent être comblés. La plupart du temps, c'est une simple affaire de bon sens. Disney sait, par exemple, que les gens détestent faire longuement la queue.
Il se donne donc les moyens de combler ce puits en montrant des choses intéressantes afin de détourner l'attention, en chargeant des acteurs de distraire les visiteurs et en affichant des temps d'attente. Et c'est tout aussi évident dans notre vie personnelle. Vous n'avez pas besoin de lire un livre sur les grands moments pour savoir que si votre conjoint souffre, vous devez vous occuper de lui. Pourtant, comme on l'a vu, le bon sens a parfois ses limites. Il invite à fêter les remises de diplômes, pas l'expérience du premier jour de travail. Le 40e anniversaire, pas le 1000e jour d'école. Et c'est vrai aussi pour les puits. Un petit exemple? Prenez quelqu'un qui achète une voiture en leasing et meurt avant le dernier remboursement. Votre bon sens vous dit sûrement que la famille du défunt n'a qu'à rendre le véhicule pour mettre fin au bail. Faux! Au lieu de sauter sur l'occasion d'un simple geste de courtoisie dans un passage difficile, la plupart des établissements de financement automobile n'ont qu'un mot à la bouche: payer. Mercedes-Benz Financial Services, l'une des rares exceptions dans sa profession, adresse une lettre de condoléances à la famille du défunt en lui proposant de mettre fin aux obligations du crédit-bail. Songez aussi aux patients qui viennent d'apprendre qu'ils sont atteints d'un cancer. Médecins et infirmières savent apporter compassion et réconfort dans ces instants pénibles. Mais cela s'arrête là. Pourquoi ne pas passer vite à l'action? Dans bien des cas, les malades doivent attendre plusieurs semaines au bas mot pour que se mette en place la chaîne des spécialistes qui les traiteront. Pas chez Intermountain Healthcare. Comme l'ont raconté Léonard Berry et 2 collègues, le patient et sa famille sont conviés à une réunion dans la semaine suivant le diagnostic. Installés dans une pièce, ils voient défiler les membres de l'équipe soignante, chirurgiens, oncologues, diététiciens, travailleurs sociaux, infirmières. Ils repartent le soir avec un programme complet des soins et une série de rendez-vous. Cela ne remplace en rien le réconfort moral apporté aux patients. Il est vital, bien sûr. Disons simplement que le réconfort relève du bon sens. Alors que programmer rapidement une réunion générale afin de formuler un plan d'attaque n'est pas du bon sens. C'est un effort délibéré pour combler un puits. Ce qui relève moins du bon sens, c'est qu'il est parfois possible de transformer des puits en pics. Lors d'une étude sur les services d'assistance, il a été demandé à des clients de se remémorer des contacts satisfaisants ou non avec les salariés de compagnies aériennes, d'hôtels ou de restaurants. Près de 25% des rencontres positives citées par les clients portaient en fait sur une réaction à une défaillance du service. Délais excessifs, commandes erronées, réservations égarées, vols retardés et ainsi de suite. Quand les salariés géraient bien ces situations, ils transformaient un moment négatif en moment positif. Toute entreprise de service excellente est passée maître en rétablissement du service. Un cadre dirigeant d'une entreprise de construction de maisons sur mesure nous a confié la leçon que lui inspirent les données sur la satisfaction de ses clients. Pour maximiser la satisfaction d'un client, il ne faut pas être parfait. Il faut commettre 2 erreurs. Attendre que le client vous en parle, puis vous démener comme un beau diable pour y remédier. Heureusement, il n'a pas ordonné à son équipe de commettre des erreurs volontaires. Mais nous pourrions dire qu'il était tenté. Les dirigeants d'entreprises capables de détecter les moments de mécontentement et de vulnérabilité de leurs clients et d'agir énergiquement pour leur venir en aide, n'auront aucun mal à se distinguer de leurs concurrents. Proposer d'aider quelqu'un dans une période difficile est en soi un objectif et une récompense. Et par-dessus le marché, c'est bon pour les affaires. Prenez le cas de Doug Dietz, concepteur industriel chez General Electric. Après avoir travaillé pendant 2 ans à l'élaboration d'un nouvel appareil d'IRM, il eut, pour la première fois, à l'automne 2007, l'occasion de le voir installé dans un hôpital. Il se sentit, dit-il,
comme un papa tout fier qui va voir son nouveau-né. En pénétrant dans le service d'IRM, il dansa de joie devant le nouvel appareil d'imagerie de diagnostic, a-t-il raconté en 2012 dans une conférence TED. Il se retira dans le hall pour voir les premiers patients. Tandis qu'il attendait là, arriva un couple avec une fillette. L'enfant pleurait. À proximité de la salle, le père se pencha vers elle et lui dit « Nous en avons déjà parlé, tu es capable d'être courageuse. » À peine entrée dans la salle, la petite fille s'immobilisa, terrifiée. Et à ce moment, Dietz parvint à se représenter l'aspect de la pièce à travers les yeux de l'enfant. Sur le mur figurait un immense signe de mise en garde, représentant un aimant et un point d'exclamation. Au sol, un ruban jaune et noir évoquait une scène de crime. Dans la pièce entièrement peinte de nuances de beige antiseptique et plongée dans une pénombre étrange, des lampes fluorescentes clignotaient. L'atmosphère était stérile, quasi menaçante. Et la machine elle-même, celle que j'ai conçue, ressemblait au fond à une brique avec un trou dedans, ajouta Dietz. Il savait aussi que la suite ne pouvait qu'être pire. La fillette serait introduite dans le tunnel exigu de l'IRM où elle devrait rester allongée, immobile, pendant 30 minutes en essayant d'ignorer les bourdonnements et les cliquettements sonores et étranges de la machine. Dietz vit les parents échanger un regard angoissé. Ils ne savaient pas comment ils allaient gérer leur fille pendant l'heure qui allait s'écouler. Il en fut mortifié. En un instant, sa fierté s'était transformée en horreur. « J'en ai eu le cœur brisé », dit-il. Il comprit que ses collègues et lui-même n'avaient eu Dieu que pour la machine. Comment la rendre plus rapide, plus intelligente, plus puissante? Mais les patients, eux, ne voyaient que l'expérience. Et si la machine les effrayait, cela avait des conséquences bien réelles pour leur santé. 80% des enfants qui subissent un IRM doivent être anesthésiés pour supporter l'examen, ce qui n'est jamais sans risque. Après cette révélation dans la salle d'IRM, Dietz réorienta sa mission de concepteur. Il se demanda s'il parviendrait à ménager une expérience qui serait en fait plaisante. Il forma une équipe qui l'aiderait à repenser l'expérience. Dirigeant d'un musée pour enfants, expert en design thinking de Stanford, enseignant d'une crèche, personnel de santé travaillant en pédiatrie, etc. La conversation l'aida à réaliser combien l'imagination d'un enfant pouvait transformer une situation. « Que représentent 3 chaises de cuisine et une couverture ?» demande-t-il. Pour un enfant, c'est un château fort, c'est un vaisseau spatial, c'est un camion. Et si l'appareil d'IRM n'était pas un appareil d'IRM, mais un vaisseau spatial, un sous-marin? L'équipe de Dietz réimagina le scanner comme un épisode d'un récit plus vaste. L'une des premières pièces qu'elle décora pour le centre médical de l'université de Pittsburgh fut baptisée « Aventure dans la jungle ». Dans le couloir d'accès, on plaça sur le sol des autocollants figurant des rochers. D'instinct, les enfants sautaient de l'un à l'autre. À l'intérieur de la pièce, tous les murs étaient décorés de scènes de jungle exubérantes et colorées. Et les rochers du couloir conduisaient à un étang peuplé de poissons rouges peints autour de la machine. La table d'examen s'abaissait de manière que les enfants puissent y grimper. Elle avait été redessinée pour ressembler à un canoë. Les enfants étaient priés de ne pas bouger afin de ne pas renverser leur esquif pendant la traversée de la jungle. Ils relevaient aussitôt le défi de l'immobilité. Dans son exposé, Dietz mime un enfant allongé, les bras raides, qui ne bougeait que les yeux. « Ces enfants sont comme des statues, ils sont gelés », dit-il. Il y a aussi le thème de l'île aux pirates, où les enfants doivent franchir la coupée pour atteindre la machine, décorée comme un galion. Sur le mur, un singe au bandana de flibustier file dans les airs au bout d'une corde. L'armoire à fournitures est déguisée en cabane de rondins.
Dietz et ses collègues soignèrent les points d'anxiété des enfants comme les bruits sonores émis par les machines. Dans un hôpital de San Francisco, ils créèrent une pièce « Aventure en funiculaire ». En y entrant, les enfants recevaient un ticket d'embarquement. Dietz vit un jour un salarié de l'hôpital discuter avec un petit garçon. « Bobby, as-tu vu le funiculaire en ville? Te rappelles-tu combien il est bruyant? Le nôtre aussi. » Un jour, dans la salle de l'île aux pirates, Dietz bavardait avec la mère d'une fillette qui venait de passer un scanner. Tandis qu'il parlait, la fillette tirait sans cesse la manche de sa mère. Enfin, la maman dit « Qu'y a-t-il, ma chérie? Pourrions-nous revenir demain ?» demanda la fillette. Une larme vint à l'œil de Dietz. Il avait transformé la terreur en réjouissance. Sous la direction de Dietz, les Canva Adventure Series de GE ont depuis lors été installés dans des dizaines d'hôpitaux pédiatriques, avec des résultats spectaculaires. L'hôpital pour enfants de Pittsburgh, l'un des premiers à avoir adopté le modèle, a constaté que la proportion d'enfants qu'il fallait endormir avait chuté de 80% à 27%. Pour une tomodensitométrie, plus brève, elle n'était que de 3%. Le moment clé d'anxiété des enfants, restés allongés sur une table stérile, avalés par une machine d'aspect menaçant, a été éliminé. Les enfants, dit Dietz, sont impatients de vivre l'aventure au lieu de se cramponner aux jupes de leur mère. Avant, il fallait 10 minutes pour les décider à monter sur la table, et le scan durait 4 minutes. À présent, ils peuvent être sur la table en 1 minute, et le scan demande toujours 4 minutes. Au regard du bien-être des enfants, la dépense supplémentaire due à une décoration sympathique est négligeable. Comme les scans sont plus rapides, les hôpitaux peuvent en pratiquer plus dans la journée. Le triomphe de Dietz est l'histoire d'une création intelligente, sympathique. Mais c'est aussi l'histoire d'une réflexion sur les moments. Il a compris que ce qui méritait le plus d'attention n'était pas la machine, mais l'expérience. Pour les patients, un moment très pénible a été transformé en un moment d'élévation. Dietz a transformé un puits en pic. Partie 5. On devrait marquer les transitions, commémorer les jalons et combler les puits. Voilà en somme ce que signifie penser moment. Pour être clair, les grands moments ne peuvent pas tous être rangés dans ces 3 catégories. Beaucoup d'entre eux peuvent intervenir n'importe quand. La Popsicle Hotline, par exemple, est une source de réjouissance à la demande. De même, vous pourriez choisir n'importe quel samedi pour surprendre vos enfants en les emmenant au zoo, et ils ne s'en plaindraient probablement pas. Pour la plupart des types de moments évoqués dans ce livre, moments d'élévation, de connexion et de fierté, l'heure est presque toujours bonne. Plus vous parvenez à les multiplier, mieux c'est. Le point que nous voulons souligner ici est que certaines circonstances réclament de l'attention. Or, dans les organisations en particulier, on a tendance à ne pas y faire plus attention qu'à l'expérience du premier jour. Voici quelques autres exemples de moments potentiels qui, dans une organisation, ne demandent qu'à être mis en forme. Transition. Promotion. Être promu est naturellement agréable, bien sûr. C'est un moment de fierté classique. Mais la transition peut aussi être pénible pour certains. Beaucoup de managers se trouvent projetés dans leur premier poste d'encadrement sans la moindre formation à la direction ou à la motivation des équipes. Il leur faudrait un rite de passage managérial associant la célébration du succès et, mettons, 1 semaine en double pilotage avec un cadre de rang et d'expérience plus élevé. Premier jour d'école. Michael J. Reimer, directeur du cours moyen Roosevelt de San Francisco, voulait aider les élèves entrant en 6e à passer de l'école primaire au collège. Il créa un programme d'orientation de 2 jours pour réviser les principaux concepts de maths et de sciences et, surtout,
pour apprendre aux élèves à s'orienter sans difficulté dans les locaux de l'école et dans un calendrier de cours plus complexe. Il créa même les Locker Races pour pousser les élèves à ouvrir plus vite leur cadenas à combinaison, technologie à laquelle peu d'entre eux étaient habitués. 2 jours plus tard, dit-il, quand les élèves des autres classes firent à leur tour leur rentrée, les 6e avaient l'impression que le collège était à eux. Fin d'un projet. Dans la plupart des organisations, la fin d'un projet est célébrée par le lancement immédiat du suivant. Pourtant, il est utile de refermer la porte derrière soi. En guise d'inspiration, songez au simulacre de funérailles organisé un jour par Steve Jobs pour la mort du Mac Operating System 9. Mac OS 9 était notre ami à tous. Il travaillait sans relâche pour notre compte, accueillant toutes nos applications, ne refusant jamais une commande, toujours à notre disposition, sauf de temps en temps quand il perdait la tête et redémarrait. Ce fut un repère temporel burlesque, mais chargé de sens. Jalon. Départ en retraite. Lorsqu'une personne cesse son activité après une longue carrière et part à la retraite, cela tient à la fois de la transition et du jalon. Et c'est aussi un puits pour certains, car ils y perdent leur motivation ou leur épanouissement. Pourtant, les cérémonies de départ en retraite tendent à devenir une simple formalité. Un gâteau dans une salle de réunion avec quelques collègues convoqués à la hâte. Le moment mérite beaucoup mieux. Chez le cabinet d'audit Deloitte, les associés qui partent en retraite sont honorés lors de la réunion annuelle du groupe. Un collègue monte sur l'estrade et relate la vie et la carrière de l'intéressé. À la fin, tous les associés lui portent un toast et il est invité à s'exprimer devant le groupe. C'est comme un hybride réussi entre un toast de mariage et un éloge funèbre. Nota bene, nous savons que quelques introvertis préféreraient s'enfermer dans la guérite du gardien que de subir cela, mais il existe sûrement des moyens moins publics de montrer la même prévenance. Par exemple, un livre souvenir contenant des témoignages écrits des collègues. Réussite méconnue. Les organisations célèbrent l'ancienneté de leurs salariés. Mais pourquoi pas leur réussite? Un vendeur qui passe la barre des 10 millions de chiffre d'affaires ne mériterait-il pas une commémoration? Ou un manager talentueux dont 10 collaborateurs directs ont été promus? Puis, retour d'information négatif. Votre organisation propose peut-être des évaluations 360 degrés à ses cadres. Dans un 360, on collecte les commentaires des subordonnés, des pairs et des managers d'un leader pour lui fournir une vision à 360 degrés de la manière dont il est perçu. Et alors, que se passe-t-il pour celui dont le 360 degrés est mauvais? Avez-vous préparé un plan d'action pour l'aider à sortir du puits qui l'attend? Perte d'un être cher. Des salariés subiront des deuils et auront besoin d'être soutenus. Les organisations ne devraient-elles pas avoir un plan préparé d'avance pour ces moments imprévisibles? Imaginez qu'il soit possible de composer rapidement une équipe qui palliera leur absence, les suppléera instantanément pour les tâches urgentes et leur apportera un soutien personnel. Repas, prise en charge des enfants, achats courants, au besoin. La vie et le travail sont pleins de moments dans lesquels on peut investir. Dans la suite de ce livre audio, nous apprendrons comment les préparer. Exercice 1. Moment manqué dans la banque de dépôt. Note aux auditeurs. À la fin de chaque chapitre, nous avons introduit un exercice pour montrer comment les idées du livre peuvent servir à résoudre des problèmes concrets. Celui-ci est centré sur l'art de penser moment. La situation. Les grandes banques de dépôt, Citibank, Wells Fargo, PNC Bank, etc., dépensent des milliards de dollars pour inspirer confiance. Elles investissent aussi massivement dans leur technologie et leurs locaux pour améliorer l'expérience client. Pourtant,
on est surpris de constater que, malgré la concurrence féroce à laquelle elles se livrent pour les fidéliser, elles semblent aveugles aux moments qui comptent dans la vie de leurs clients. Une relation bancaire devrait durer des dizaines d'années. Songez au nombre de moments marquants qui se produisent dans ce laps de temps. Et, plus précisément, beaucoup de ces moments impliquent réellement la banque. Achat d'une maison, changement de travail, économie pour les études, mariage, retraite, etc. Le désir. Les banques pourraient-elles apprendre à penser moment? Quel moment une banque pourrait-elle créer? Comme on l'a vu dans ce chapitre, 3 situations constituent de grands moments naturels et méritent notre attention. 1. Transition. 2. Jalon. 3. Puis. Voyons en quoi elles concernent les relations bancaires. Transition. 1. Achat d'une maison. Un si grand changement ne mérite-t-il pas d'être célébré? Beaucoup d'agents immobiliers font un cadeau à leurs clients pour leur pendaison de crémaillère. Et la banque auprès de laquelle vous avez souscrit un prêt hypothécaire à 6 chiffres, quel genre de cadeau vous adresse-t-elle? Votre premier relevé mensuel. Quelle occasion manquée? 2. Le premier salaire dans un nouveau poste. Et si la banque envoyait un message de félicitations ou un coupon cadeau pour un livre audio à écouter en voiture en allant au travail? 3. L'ouverture d'un premier compte par un jeune. Dans une banque canadienne, un jeune garçon amenait ses petites économies pour ouvrir un compte. Elles s'élevaient à, disons, 13,62 $. Le guichetier lui dit « Nous sommes fiers que tu fasses des économies. Pourquoi n'arrondirions-nous pas la somme à 20 $? Ce qui enchanta le garçon et ses parents pour un coût de quelques dollars seulement. Et si les guichetiers de banque avaient l'autorisation d'effectuer plus souvent de tels gestes, ce qui ajouterait de la gaieté et du sens à leur travail? On pourra s'inspirer du cas de prêt à manger au chapitre 4. 4. Se marier. Imaginez qu'une cliente appelle la banque pour ajouter le nom de son époux à son compte chèque et s'aperçoivent quelques jours plus tard que la banque a souscrit à un cadeau de leur liste de mariage. Et si la banque offrait des conseils financiers gratuits aux couples fiancés? Jalon. Vous vous rappelez comment Fitbit et Pocket célèbrent des moments qui, sans cela, auraient échappé aux gens. 1 million de mots lus. Les banques n'auraient aucun mal à en faire autant, et de plusieurs manières, en envoyant des messages de félicitations. 1. Quand votre compte d'épargne atteint certains paliers, comme 1000 ou 10 000 $. 2. Quand vous n'avez pas touché à votre fonds d'urgence pendant 6 mois ou 1 an. 3. Quand vous avez perçu de la banque 100 ou 1000 $ d'intérêt. 4. Quand vous avez remboursé 25, 50 ou 75% de votre prêt hypothécaire. Puis, quand enfin vous aurez entièrement remboursé ce prêt, ne seriez-vous pas impressionné si un représentant de la banque venait en personne vous restituer votre acte d'engagement hypothécaire et vous serrer la main? Des cadres d'une banque australienne nous ont avoué que, loin de remettre l'acte de la main à la main, ils facturent des frais aux clients pour le leur rendre. Puis, 1. Divorce ou licenciement. Et si les banques proposaient à leurs clients une pause de 3 mois dans le remboursement de leur prêt immobilier, le temps de reprendre pied? Le nombre total d'échéances ne changerait pas. La date du dernier paiement serait simplement décalée de 3 mois en contrepartie. Le même répit pourrait être proposé aux nouveaux parents. Vous allez sans doute devoir acheter différentes choses pour la maison, alors nous avons pensé que quelques mois de vacances financières vous intéresseraient peut-être. 2. Assistance dans la gestion des affaires des parents à la suite d'un décès ou d'une invalidité. Beaucoup de gens ont du mal à faire face à cette situation. Ils se débattent et luttent avec les factures, les avoirs, les dettes, et les banques seraient parfaitement bien placées pour leur proposer conseils et assistance. Dernière remarque. Il se peut que certaines de ces suggestions soient trop coûteuses ou trop intrusives.
d'aucuns pourraient ne pas apprécier que leur banque s'intéresse à leur changement d'emploi ou de conjoint. L'idée à retenir est que les banques passent à côté d'innombrables occasions de mieux fidéliser leurs clients en créant des moments, tandis que leur indifférence à ces moments contredit leur discours sur la solidité de la relation avec leurs clients. Une relation dans laquelle l'une des parties ignore les moments les plus profonds de la vie de l'autre n'est pas une relation du tout. Le rôle de votre entreprise n'est peut-être pas aussi central que celui d'une banque dans la vie des gens, mais ne passez-vous pas à côté d'occasions de leur proposer de l'aide, d'adresser des félicitations ou de prodiguer des conseils dans les moments critiques? Pensez-vous moment. Moment d'élévation. Introduction au moment d'élévation. Nous avons répondu plus haut à 3 questions capitales. Que sont les grands moments? Pourquoi vouloir en créer? Quand faut-il penser moment? Mais nous n'avons pas encore abordé la question la plus importante. Comment créer des grands moments? Comme nous l'avons vu, les dirigeants de l'école Yes Prep ont organisé le Senior Signing Day, un grand moment pour les élèves qui vont quitter l'école une fois diplômés. Doug Dietz et ses collègues ont imaginé les équipements IRM de la série Aventure, qui ont transformé un sentiment de puits en sentiment de pic pour les jeunes patients. Nous savons donc qu'il est possible de créer délibérément des grands moments. Vous pouvez être l'architecte de moments qui comptent. Nous vous proposerons dans les chapitres suivants quelques stratégies pratiques de création de moments spéciaux grâce aux 4 éléments des expériences mémorables: élévation, révélation, fierté et connexion. Commençons par l'élévation. Les moments d'élévation sont des expériences où l'on dépasse le quotidien, des moments à savourer, des moments où l'on se sent engagé, heureux, étonné, motivé. Ce sont des pics. Les moments d'élévation peuvent être des occasions sociales qui marquent des transitions: réception d'anniversaire, pot de retraite, bar bat mitzvah, quinceañeras et mariage. Il y a aussi des moments d'élévation où l'on a le sentiment de monter sur la scène, pour ainsi dire. Participer à une épreuve sportive, donner une conférence, jouer dans une pièce de théâtre. Les enjeux sont plus élevés. On est absorbé dans le moment. Enfin, il y a des moments d'élévation qui arrivent de façon impromptue. La balade en voiture imprévue, la promenade à pied par un jour ensoleillé qui vous réjouit, le premier contact avec la main de la personne qu'on aime. Est-il possible de créer